Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs qui nous regardez derrière votre écran, chers collègues et chers amis, je suis très heureux d'accueillir ce matin au Palais Royal chacune et chacun d'entre vous pour ce nouveau colloque organisé en partenariat entre le Conseil d'État, sa section du contentieux, mais aussi sa section du rapport et des études, et la chaire de gouvernance et régulation de l'Université Paris-Dauphine. La précédente édition nous avait réunis autour, je m'en souviens, de la réorganisation de la régulation, et je me rappelle, comme si c'était hier, la richesse des discussions auxquelles elle avait donné lieu. C'est un motif de fierté, Monsieur le Président. Chaque événement qui se renouvelle stimule l'intérêt de ceux qui y ont participé et donne envie d'en organiser un nouveau comme aujourd'hui. Alors, le thème de cette édition d'aujourd'hui est tout aussi ambitieux. Gouvernance et régulation des données. Vaste projet, comme s'était écrié le général de Gaulle, qui n'aurait pas bien compris, je pense, le sujet d'aujourd'hui, dans une situation qui explique la densité du programme de cette journée. Alors, je tiens d'abord à remercier les prestigieux intervenants qui nous font le plaisir, l'honneur de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je remercie très sincèrement Sylvie Hubac, présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État, Éric Brousseau, professeur à l'Université Paris-Dauphine et directeur scientifique de la chaire Gouvernance et Régulation, Joël Toledano, professeur émérite d'économie associé à cette chaire, mais aussi ancien membre de l'ARCEP, et Jean-Denis Combrexel, président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui modéreront, avec la finesse, l'intelligence qu'on leur connaît, les 4 tables rondes de cette journée. Nous sommes également très sensibles à la présence parmi nous des autorités indépendantes, et je voulais saluer, en disant combien cela me réjouit, Marie-Laure Denis, présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Roch-Olivier Mestre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Fabienne Ciré-Desgardier, vice-présidente de l'autorité de la concurrence, mais aussi Dominique Jamme, directeur général de la Commission de régulation de l'énergie. Leur présence témoigne de ce que les données sont un enjeu fort et actuel de la régulation dont ces autorités ont la charge. Et puis, un mot pour dire aussi combien nous nous réjouissons d'accueillir la présence d'experts, de représentants de la Cour de justice de l'Union européenne, dont on parlera souvent aujourd'hui, de la Commission européenne, mais aussi de l'OCDE. Leur présence montre que sur ce sujet, on ne peut rien faire sans l'Europe, mais non plus sans la réflexion internationale. Enfin, merci aux nombreux professeurs, chercheurs, représentants d'entreprises confrontés à ces enjeux nouveaux. Les données bouleversent notre économie, et nous y reviendrons, mais surtout, plus largement, elles bouleversent nos démocraties à l'heure où l'information et la fabrique de l'opinion s'émancipent de leurs canaux traditionnels et se retrouvent entre les mains des acteurs, essentiellement privés, qui contrôlent la collecte et l'exploitation des données que nous produisons chaque jour. La gouvernance et la régulation des données représentent à cet égard un enjeu démocratique majeur, et les États n'ont pas le choix en réalité. Ils doivent trouver les moyens d'encadrer la production et l'utilisation des données, sous peine de devenir au mieux captifs de ceux qui les auront devancés. Les données bouleversent également la gouvernance publique et les politiques publiques. Elles irriguent déjà toute l'action publique et ce mouvement n'a vocation qu'à s'accentuer. Une régulation par la donnée se développe, qu'il s'agisse de contrôler la qualité d'un produit ou d'élaborer des processus de benchmarking. L'efficacité des politiques publiques dépend de plus en plus de la quantité, mais aussi de la qualité des données dont disposent leurs auteurs, qu'il s'agisse par exemple de mieux cibler des contrôles douaniers, d'anticiper les besoins d'investissement dans les hôpitaux ou d'élaborer une politique de transport pertinente. Les pouvoirs publics
ont ainsi commencé à définir une véritable gouvernance de la donnée afin de mieux valoriser les données qu'ils produisent et détiennent pour les mettre au service, et c'est tout l'enjeu, de leur mission d'intérêt général. Cette gouvernance nouvelle en construction, qui s'est par exemple traduite par la création d'un véritable service public de la donnée, doit là encore permettre de parer aux risques qu'emporte pour l'action publique l'avènement de la donnée. Ces risques concernent aussi les juges, et nous réfléchissons par exemple au Conseil d'État à la manière de concilier les intérêts indéniables de l'open data, des décisions de justice, avec la nécessité de construire et maintenir une jurisprudence à la fois évolutive, mais surtout hiérarchisée. Et cela passe avant tout par la maîtrise de nos algorithmes. Algorithmes qui bousculent dans leurs habitudes la juridiction administrative, comme les administrations. Le Conseil d'État réfléchit à cet égard à la manière d'adapter son contrôle de légalité pour appréhender l'usage des algorithmes dans la décision publique. Le juge devra en effet très prochainement être en mesure d'identifier les biais que ces algorithmes véhiculent et de les confronter au droit, notamment les principes d'égalité et de non-discrimination. Un usage renouvelé du contradictoire s'avérera sans doute nécessaire et les juridictions devront peut-être se doter d'une expertise scientifique, technologique propre pour préserver leur indépendance et leur impartialité. Mais je ne vais pas plus loin sur ce sujet que la deuxième table ronde explorera en profondeur. Les enjeux qui se cachent derrière le thème de ce colloque sont donc immenses et ce que je viens de mentionner suffirait à le démontrer. Mais je ne peux pas passer sous silence l'actualité, en réalité immédiate, brûlante en la matière, qui justifie d'autant plus notre conférence d'aujourd'hui. Mardi dernier, le département de la justice américain a ainsi annoncé le lancement d'une procédure antitrust contre Google. Faisant écho aux poursuites diligentées en Europe par la Commission européenne, mais aussi d'autres autorités nationales depuis 2010, les autorités américaines reprochent à l'entreprise d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche. Et ces poursuites à l'encontre d'une entreprise qui incarne à elle seule les promesses, mais aussi les risques de la donnée, poursuites inédites outre-Atlantique, pourrait remodeler de manière très significative notre usage de l'Internet et être suivi d'une cascade de procédures visant les autres géants du secteur. Elle pourrait également conduire à un ajustement décisif et parfois souhaité du droit de la concurrence à l'économie numérique. Les réflexions sur ce sujet sont vigoureuses depuis quelques années car l'économie des plateformes numériques et des données interroge notre approche du droit de la concurrence. Quid par exemple de la notion de marché dans des champs où les frontières évoluent à grande vitesse et surtout où ces frontières sont particulièrement poreuses compte tenu des interdépendances qui se nouent autour de l'échange et de l'exploitation des données collectées. Comment appliquer et même réévaluer le prisme du bien-être du consommateur, qui est la boussole des autorités de la concurrence, un consommateur que l'on pense sensible à la fois au prix et à la qualité. Dans des marchés bifaces où l'on propose aux consommateurs la gratuité et où la protection des données personnelles n'est pas toujours ressentie par le consommateur comme un élément intrinsèque de la qualité du service rendu. Comment définir un droit de la concurrence qui limite les barrières à l'entrée tout en favorisant l'accès, la portabilité ou l'interopérabilité des données collectées par les opérateurs dominants, sans pour autant, bien sûr, freiner l'investissement et l'innovation dans la production et la valorisation de ces données? Faut-il un droit des concentrations et des règles de preuve spécifiques? La Commission européenne s'est activement engagée dans ce chantier consistant à adapter notre droit de la concurrence et plus largement notre cadre réglementaire aux évolutions du numérique. Sa stratégie a été dévoilée en février. De nombreux avis ont été recueillis dans le cadre de la confection d'un livre blanc sur l'intelligence artificielle et une large consultation est encore
en cours sur sa stratégie pour les données. Il s'agit pour l'Union de créer un environnement juridique propice à l'innovation et à la croissance des entreprises européennes. Car l'Europe, et on en sera sûrement d'accord, doit devenir plus attractive sur les marchés des données et rattraper le retard qu'elle a déjà accumulé sur les États-Unis, mais bien sûr aussi sur la Chine. Et pour cela, elle a besoin d'investissement, elle a besoin de formation, elle a surtout besoin de règles. Et ce colloque intervient donc au bon moment et sera l'occasion de réfléchir sur l'encadrement juridique de l'économie des données, étant entendu qu'en la matière, les règles générales ne sauraient suffire, car les spécificités des marchés concernés appellent des déclinaisons particulières et, le cas échéant, une régulation sectorielle propre. La sensibilité de certaines données, par exemple en matière de santé, impose évidemment un équilibre plus protecteur qu'en matière de commerce électronique. Dans les secteurs du transport, ce sont les enjeux d'interopérabilité qui sont prépondérants. On pourrait multiplier les exemples qui montrent à quel point les réponses aux questions 1. Qui recueille 2. Quel type de données recueille-t-on et 3. Quelles garanties sont nécessaires varient fortement selon les activités considérées. Ce qui complique la donne et implique que nous nous interrogions non seulement sur l'articulation entre principes généraux et règles spécifiques, mais aussi sur l'architecture institutionnelle la mieux à même de les mettre en œuvre efficacement. Quoi qu'il en soit, le marché n'est pas tout, et c'est l'un des grands mérites de ce colloque d'aborder la question des données sous l'angle non seulement de l'économie, mais aussi celui des droits et libertés fondamentaux. Car l'économie numérique a besoin de la confiance des citoyens et des consommateurs pour fonctionner, et les risques pour les droits et libertés vont croissant à mesure que notre vie se numérise. L'actualité en la matière ne manque pas non plus. Je ne pense pas seulement à la crise sanitaire qui va de pair avec un développement plus rapide encore des usages que nous faisions du numérique et à l'arrivée prochaine de la 5G qui va multiplier la quantité de données collectées et ne manquera pas de susciter de nouvelles interrogations, notamment sur la notion de données personnelles lorsque celles-ci émaneront d'objets connectés. Je pense surtout à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, l'arrêt Schrems II, par lequel la Cour a invalidé le dispositif de Privacy Shield qui encadrait jusqu'à présent le transfert des données personnelles vers les États-Unis. Comme après l'arrêt Schrems I, l'Europe est plongée dans l'inconnu et doit impérativement se remettre à l'ouvrage pour élaborer un dispositif plus protecteur des citoyens européens. Et ce dispositif pourrait d'ailleurs servir de modèle à celui que nécessiterait un Brexit sans accord, car le Royaume-Uni, qui est à ce jour peut-être l'État européen le plus actif et le plus puissant dans l'économie des données, se retrouverait alors dans la situation d'un pays tiers, où l'on voit toute la difficulté pour l'Europe de concilier sa volonté d'être et de demeurer un espace protecteur pour les droits et libertés, tout en s'imposant comme un acteur majeur sur la scène numérique. L'arrêt La quadrature du net, rendu le 6 octobre dernier, est tout aussi important, surtout en ce qu'il porte sur la question du stockage des métadonnées. Sauf les exceptions laissées entr'ouvertes en matière de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, le cadre juridique qui en découle apparaît restrictif. L'accès en flux, c'est une question. Est-il tout ce qu'il reste pour les poursuites administratives et judiciaires? Quid de l'effectivité des enquêtes et de l'intérêt général qu'il y a à réprimer les infractions de toutes sortes? Sur tous ces points, le Conseil d'État entend jouer un rôle de premier plan et c'est pourquoi j'attache une importance particulière au partenariat que nous avons noué avec la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine. Le Conseil d'État est en effet aux prises avec les questions que pose le développement de l'économie des données dans le cadre de ces trois fonctions. Mardi dernier, encore dans cette salle,
le Conseil d'État a examiné en commission permanente le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et parmi les dispositions de ce texte, il y en avait certaines, vous le savez, cela a été annoncé, relatives à la collecte ou au stockage des données relatives à la crise sanitaire. Au contentieux, la jurisprudence du Conseil d'État est déjà riche et a vocation à s'étoffer toujours plus en matière de numérique. D'importantes décisions ont été rendues récemment. Que l'on pense à la série d'arrêts du 6 décembre dernier précisant le mode d'emploi du droit au déréférencement. Je pense aussi à la décision plus récente du 19 juin 2020 par laquelle le juge a validé la sanction de 50 millions d'euros prononcée par la CNIL à l'encontre de Google pour n'avoir pas mis à même les utilisateurs de son système d'exploitation Android de donner un consentement libre et éclairé au traitement de leurs données personnelles aux fins de personnalisation des annonces publicitaires. Je pense encore à l'ordonnance du juge des référés pendant cet été, le 26 juin dernier, qui a ordonné à la commune de Lys de cesser l'usage des caméras thermiques qu'elle avait déployées dans une école pour lutter contre la propagation du coronavirus. Non pas que le Conseil d'État s'est opposé aux caméras thermiques, mais celles-ci qui fonctionnaient en permanence, et d'ailleurs sans information des utilisateurs des locaux, conduisait de facto à collecter des données de santé sans le consentement des personnes concernées. Enfin, je pense bien sûr à une affaire qui a fait pas mal de bruit, l'ordonnance du juge des référés, toute récente, rendue à propos de la plateforme Health Data Hub, qui, je le dis très clairement ici, ne peut être lue et comprise qu'à l'aune de l'office du juge des référés liberté, car c'était le terrain choisi par ceux qui ont saisi le Conseil d'État, qui ne peut agir que lorsqu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le droit à la protection des données est une liberté fondamentale, et là il s'agissait de savoir si l'architecture, en quelque sorte, et les contrats passés notamment avec Microsoft permettaient de parer efficacement au risque de transfert des données vers les États-Unis. Et c'est un examen très attentif qu'a mené le juge des référés, qui n'a pas constaté en l'état de transfert et donc d'atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, mais a adressé des injonctions pour préciser, sécuriser le contrat et tracer le chemin, notamment en liaison avec la CNIL, pour être sûr que ce risque sera efficacement prévenu. Le Conseil d'État s'est enfin intéressé depuis longtemps aux enjeux du numérique dans le cadre de sa fonction d'étude, à laquelle je tiens beaucoup. Et il est ainsi à l'origine de 3 rapports pionniers. Le premier, en 1998, consacré à Internet et aux réseaux numériques. Le deuxième, en 2014, consacré au numérique et aux droits fondamentaux. Et le plus récent, en 2017, dédié justement aux plateformes numériques et à l'ubérisation. Ces rapports étaient nourris de l'expérience accumulée par le Conseil d'État dans le cadre de ses fonctions consultatives et contentieuses, et les ont nourris en quelque sorte en retour. C'est l'exemple même d'une bonne intelligence collective partagée entre toutes les fonctions du Conseil d'État. Et la réflexion reste en cours, même lorsqu'un rapport n'est pas en préparation. Je me réjouis donc vraiment que le Conseil d'État accueille ce colloque, et je remercie une fois de plus tous les intervenants. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a aimablement accepté de clôturer, mais je crois par vidéo, la journée, et je tiens à lui exprimer, au nom du Conseil d'État, toute ma gratitude, et je cède sans plus tarder la parole au président Alain Fuchs. Je me réjouis de suivre vos travaux de cette journée qui, je n'en doute pas, seront fructueux, stimulants et nous donneront envie de nous réunir à nouveau, je l'espère, l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Madame la présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État, Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'État, Monsieur le directeur de la chaire Gouvernance et Régulation, cher Éric Bousseau, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames, Messieurs les intervenants prestigieux de ces différentes tables rondes, je suis particulièrement content d'être ici aujourd'hui avec vous. Ce colloque se tient enfin après quelques atermoiements liés aux conditions qui sont les nôtres dans notre vie courante aujourd'hui. Et c'est, je crois, une très belle opportunité que nous puissions encore tenir ce genre de colloque-là, pourvu, si vous me permettez cette expression, pourvu que ça dure. Voilà. Les données sont souvent présentées aujourd'hui comme la clé de la création de valeur et comme porteuses de nouvelles dynamiques de croissance. Monsieur le vice-président l'a souligné dans son intervention. Elles permettent d'optimiser les ressources économiques disponibles, de renforcer la capacité à produire des services sur mesure et plus efficaces, et d'explorer de manière systématique les opportunités d'innovation. Cependant, la réalisation concrète des promesses de ce qui a pu être appelé l'or noir du XXIe siècle impose la mise en œuvre de cadres institutionnels appropriés. Vous l'avez bien souligné, Monsieur le Président. En effet, la donnée n'existe pas à l'état naturel, c'est une évidence. Elle n'est engendrée par les utilisateurs ou les opérateurs de l'économie qu'en fonction des usages et des appropriations de valeur dont ils peuvent bénéficier. Pourquoi, par exemple, accepter de révéler le détail de ces usages à travers un terminal intelligent si aucune amélioration de service ou aucune baisse des coûts n'est proposée en contrepartie? Par ailleurs, la donnée n'a de valeur que dans la mesure où elle peut être qualifiée, authentifiée, rendue interopérable avec des données complémentaires. Enfin, l'exploitation effective des données requiert des compétences rares au regard des masses à traiter et des investissements considérables, non seulement pour produire des algorithmes, on l'a mentionné à l'instant, mais aussi pour adapter les infrastructures, les processus et les organisations afin de produire puis de partager la valeur obtenue à partir de ces données. L'exploitation des données suppose donc des efforts de clarification, de concertation, de normalisation et, le cas échéant, de régulation en matière de méthodes de production et de conservation des données, des règles de partage et d'accès à ces dernières, d'élaboration des principes qui doivent guider leur traitement, de création des régimes d'appropriation et de partage des fruits de leur exploitation. Les données personnelles, évidemment, constituent une dimension essentielle de la problématique. Elles sont, d'une part, une source de création de valeur potentiellement très importante, puisqu'elles sont la clé de services sur mesure pour les utilisateurs. D'autre part, elles permettent aux opérateurs économiques de s'approprier une large partie de la valeur créée. En particulier parce que les services personnalisés deviennent difficilement comparables en matière de prix ou de qualité, et que ni les utilisateurs ni les autorités en charge de la concurrence ne disposent de références pour s'assurer que les conditions de service sont loyales. Cependant, il convient aussi de se pencher sur les données non personnelles. Ces données issues de capteurs ou de systèmes de gestion sont le second moteur essentiel de la transformation numérique. Elles permettent une analyse systématique du fonctionnement des organisations, des dynamiques collectives, des mécanismes de transmission dans les systèmes complexes, ouvrant la voie à des décisions fondées sur une évaluation précise des performances et de leur explication, ce qu'on appelle « evidence-based strategies » ou « policies ». Les régimes d'accès et d'utilisation des données sont susceptibles d'avoir des effets très importants sur la concurrence, du fait des avantages compétitifs irréversibles bénéficiant aux primo-accédants. Les données sont en effet le fondement de l'apprentissage algorithmique, à l'origine de nombreuses dimensions de la disruption numérique. Elles peuvent aussi avoir d'importants effets distributifs, puisque leur manipulation permet de jouer sur la répartition des gains de productivité de la transition numérique entre l'offre et la demande, et entre les différents acteurs de l'offre. Dans la lignée des travaux menés sur le numérique, tant au sein du Conseil d'État que dans le cadre de la chaire Gouvernance et Régulation, il apparaît donc pertinent de revenir sur la gouvernance et la régulation des données. Il importe notamment de discuter des initiatives qu'il serait souhaitable de prendre, tant sur le plan national qu'européen, en tenant compte de l'importance du jeu des acteurs privés
et du caractère aterritorial de nombreuses dimensions de la gestion des données et des algorithmes dans la capacité à prendre des mesures effectives. Le colloque est organisé autour de 4 tables rondes réunissant des juristes universitaires, des magistrats, des représentants des institutions impliquées dans la régulation et les politiques publiques sur les données, des universitaires travaillant sur les enjeux du numérique ou spécialistes du numérique et des acteurs de l'économie numérique. Je salue encore une fois les intervenants de ces tables rondes qui sont tout à fait prestigieux et je les remercie de consacrer du temps à ces débats et à ces tables rondes. 2 axes de travail permettront d'organiser cette journée de réflexion. La question de la protection des droits, d'une part, celle de la promotion de l'intérêt général et de la concurrence, de l'autre. Sur ce sujet, des débats doctrinaux sont menés, en demeurant parfois éloignés des expérimentations en cours. Ces dernières évoluent par ailleurs rapidement du fait du rythme de l'évolution technologique et du foisonnement d'innovations institutionnelles et commerciales. L'un des objectifs de cette journée de réflexion sera d'opérer un effort de réflexion sur ces pratiques émergentes pour les faire dialoguer avec les grands principes juridiques dont le Conseil d'État est, parmi d'autres, le gardien. Il s'agit aussi de permettre aux chercheurs impliqués dans le développement de l'intelligence artificielle, et ils sont nombreux au sein de l'université PSL, impliqués notamment dans le projet Prairie d'intelligence artificielle, de développer un effort réflexif sur les enjeux de leurs travaux en matière de gouvernance collective. Ces chercheurs représentent aussi des compétences clés pour contribuer au développement d'institutions et d'outils adaptés aux potentialités et aux spécificités du monde numérique. À la croisée des décisions publiques et des développements techniques, l'université PSL pour Paris Sciences et Lettres, dont Dauphine est un des établissements composantes et pas le moindre, l'université PSL dispose également, à travers ses chaires partenariales ou ses instituts thématiques, de plateformes permettant de réaliser ces interactions entre des mondes qui ne se parlent pas toujours, soulignant combien l'université et singulièrement les nouvelles universités de recherche, comme les PSL, peuvent et doivent être des outils au service de l'intérêt général et du pilotage de nos collectivités face aux grands défis que sont le numérique, mais aussi, évidemment, le changement climatique ou encore la cohésion économique et sociale. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent colloque Gouvernance et régulation des données. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Et donc, il est 10 heures, le temps d'ouvrir la première table ronde. Et je cède la place à Sylvie Bach et aux 4 intervenants qui vont animer cette table ronde. Et je les remercie une nouvelle fois.